Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre émission culturelle. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 20 avril. La chanteuse Oum, d'origine franco-marocaine, était de passage au Prisme d'Elancourt vendredi 15 avril. L'occasion de partager avec son public son dernier album Zarabi, un opus inspiré de son identité plurielle et des différents voyages de l'artiste, et une musique en grande partie volontairement improvisée. Après son premier projet sur la jeunesse de l'humanité, l'association Rémanence présente une deuxième exposition à la salle des expositions de Guyancourt intitulée Être au monde. Sculptures, dessins, photos et peintures à huile sont présentés jusqu'au 29 mai prochain. Pour la 4e édition de l'Orchestre symphonique de Versailles Grand Parc, le groupe Accords et âmes s'invite entre les pupitres des apprentis musiciens. Pour en parler, Franck Chenal, percussionniste du groupe, est en plateau. Il est accompagné de Maude Guillot, élève du Conservatoire de Versailles, et de Christine Palot, directrice de l'enseignement musical et de la culture pour Versailles Grand Parc. Yann Arthus Bertrand était à la librairie du Pavé du Canal de Saint-Quentin en Yvelines samedi dernier. Il venait dédicacer son livre Human, prolongement de son projet de long métrage éponyme. Sorti en septembre dernier, l'ouvrage développe les témoignages du film par des articles journalistiques et est illustré par de grandes photos aériennes. Les images sont signées William L. Human, dernier long métrage de Yann Arthus Bertrand, 3 ans de travail, 90 tournages, pour aboutir aux témoignages d'hommes et de femmes sur le bonheur, l'amour, la guerre, le travail ou encore la famille ou le racisme. Le livre Human, sorti en septembre, s'inscrit quant à lui dans le prolongement du film. L'auteur dédicaçait son ouvrage au Pavé du Canal de Montigny-le-Bretonneux samedi dernier. Je trouve que c'est déjà magnifique de faire passer des idées par aussi des photos, des témoignages, tout ce qu'il fait, tout son travail, à la fois tant dans les livres que dans les films. Le livre, c'est de décrypter un petit peu le film. Le film commence par exemple par un type qui est en prison, qui a tué une femme et son fils, et dont la grand-mère, des gens qui ont été assassinés, lui pardonne, et il se met à pleurer. Donc on a été voir la grand-mère, et donc dans le livre, il y a l'explication des deux, pourquoi cette grand-mère est capable de pardonner à la personne qui a tué sa fille et son petit-fils. Divisé en 6 thèmes, on y retrouve des témoignages forts extraits du film développés et étayés par des articles de grands journaux, des infographies, ainsi que des informations filmographiques. L'ensemble est illustré par de grandes photos aériennes et par des making-of des équipes de tournage. Le livre, c'est une continuation sur Human, c'est un film, mais c'est aussi un projet. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble ? Voilà, pourquoi l'homophobie, pourquoi les réfugiés, pourquoi cette pauvreté. Donc c'est une question qu'on peut se poser, et bien sûr on ne raconte pas tout dans un film, et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres personnes que moi qui écriront et qui filmeront derrière sur ces problèmes-là. Passionné par les questions humaines, Yann Arthus Bertrand planche sur son prochain projet intitulé Woman, un long métrage sur le rôle et la place des femmes dans le monde. Et on ouvre tout de suite une page musicale avec nos invités. En plateau avec moi, Christine Palot, directrice de l'enseignement musical et de la culture pour la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Franck Chenal, percussionniste du groupe Accords et âmes, et Maude Guillot, élève du conservatoire à rayonnement régional de Versailles. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors samedi 30 mai, 18h30, aura lieu la 4e édition de l'Orchestre symphonique de Versailles Grand Parc au théâtre de Vélizy-Villacoublay, Londe. C'est un rendez-vous important pour l'agglomération, Christine Palot. C'est un rendez-vous important puisque c'est un des temps forts qui nous permet de réunir l'ensemble des conservatoires et écoles de musique autour d'un projet que chaque établissement, chacun de son côté, ne pourrait pas forcément mener. La formation symphonique sollicite de très nombreux musiciens et donc on les réunit pendant une semaine de stage pour créer ce programme. Alors oui, ce concert donc, est l'aboutissement de cette semaine de stage à laquelle vous avez participé, Maude Guillot. Donc c'était sur la base du volontariat. Pourquoi avoir souhaité participer à ce concert et à ce stage ? Alors je pense que c'est un super projet parce que ça nous rapproche vraiment de la vie professionnelle d'un musicien. Donc on a seulement quelques jours pour pouvoir monter de grandes œuvres. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a attirée aussi, avoir un chef d'orchestre complètement inconnu pour moi. Et c'est agréable d'être sous la direction de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que ça ouvre plein de choses. Et en quoi justement est-ce que l'apprentissage, qui va être celui qui va vous être prodigué pendant cette semaine de stage, diffère de vos cours habituels au conservatoire ?
Je pense que déjà c'est très convivial parce qu'en fait on ne connaît pas tout le monde à la base et c'est vraiment plein de personnes différentes d'autres conservatoires. Donc déjà ça ouvre à quelque chose d'autre. Et ensuite je pense que c'est la variété du programme aussi, le fait qu'on joue de sortes de musique totalement différentes. Ça va du très classique à des choses beaucoup plus modernes, des musiques de films, des choses comme ça. Alors, vous avez fait, donc chaque année en fait, il y a un invité d'honneur, un groupe différent, un répertoire différent qui est invité. Et cette année, vous avez opté pour Accords et âmes. Pourquoi ce choix ? Alors, on a opté pour Accords et âmes justement parce que c'est un groupe qui fait le lien entre musique savante et musique populaire et qu'on savait que c'était quelque chose qu'il était intéressant d'étudier avec les jeunes, et également parce que c'était un groupe qui avait été programmé sur le territoire cette année à Buc. Donc Franck Jonal, je le disais, vous êtes le percussionniste du groupe Accords et âmes. Alors on a fait déjà toute une chronique culturelle sur votre groupe, mais on va quand même le représenter. Donc 20 ans d'existence déjà pour Accords et âmes. Vous êtes passé également par la case du Conservatoire de Versailles en plus. Vous avez donc la particularité de revisiter tous les genres musicaux en vous rapprochant instinctivement de son origine pour la ramener à une tradition plus populaire, c'est ça ? C'est ça, c'est très bien dit. C'est vrai qu'on a en commun une formation classique, mais on a aussi des influences musicales et un parcours différent. Et c'est aussi ce qui nous rassemble, c'est l'envie de partager et d'explorer des styles différents. Alors on va tout de suite justement les découvrir en images. Franck Jonal, quel sera donc le programme musical pour cet orchestre symphonique ? Alors on a imaginé en fait un voyage musical avec un mariage, donc déjà une rencontre entre deux ensembles différents, un orchestre symphonique et notre groupe en quintette. Et donc dans ce voyage musical, on va jouer des airs traditionnels roumains, notamment une musique du cinéma du Grand Blond avec une chaussure noire, qui est inspirée de folklore roumain, jouée par l'orchestre. Ensuite, nous, on jouera une version, un medley de musique roumaine, avec des mélodies qui se promènent d'est en ouest, voire même jusqu'au Far West, et ce qui va nous permettre d'arriver sur le continent américain. Et ensuite, l'orchestre jouera la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, dans sa version originale, classique. Nous, on proposera ensuite notre arrangement. Et à ce moment-là, l'orchestre nous rejoindra pour ce final. Et puis voilà, on va commencer à mélanger un petit peu les deux formations pour arriver à un vrai mariage, en fait. Il y aura également Pirates des Caraïbes, non ? Oui, il y a aussi une partie axée sur la musique de cinéma. Donc nous, on proposera aussi un arrangement de musique de film. Et l'orchestre jouera aussi Pirates des Caraïbes. Et là, à ce moment-là, on se mettra aussi à jouer dans l'orchestre. Voilà. Oui, c'est ce que vous disiez. Est-ce que c'est plus attractif d'avoir accès à un répertoire peut-être un peu différent de celui que vous avez l'habitude de jouer, plus cinématographique ? Bah oui, totalement. Surtout que quand on est jeune, c'est aussi des musiques qu'on a envie de jouer. Et dans le cadre du conservatoire, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on aime bien taper dans des classiques, en fait, et pour nous apprendre tout ça. Mais là, c'est sûr que c'est une expérience extraordinaire de pouvoir joindre comme ça de genres de musique totalement différents, mais pouvoir le faire ensemble. Alors Franck, vous disiez justement que vous alliez marier votre groupe à l'orchestre. Comment est-ce que vous allez vous adapter dans ce travail musical ? On va apprendre à se connaître. Déjà, en fait, ce qui est rêvé là, pour cette semaine, c'est qu'en fait, on a une semaine à passer ensemble. Donc, il y aura forcément une étape d'écoute et de... Mais est-ce que ça change quelque chose dans votre façon de jouer ?
À vous, par exemple, en tant que batteur? Non, je pense pas. J'imagine que non. Après, on a souvent l'habitude d'intervenir dans des festivals de musique à danser, à la fois pour jouer et faire danser les gens, et aussi pour proposer des stages. Alors ça, c'est de manière plus ponctuelle, et là, en l'occurrence, pendant toute une semaine, donc c'est rêvé, parce que c'est des conditions géniales. On pourra aller un peu plus en profondeur, voilà, pour aborder des notions de jeu, des attitudes, parce que en fait, je pense que ce qu'on a envie de transmettre avec le groupe, c'est, comme nous, on se connaît depuis pas mal d'années et qu'on a une certaine confiance sur scène. Il y a aussi, quand on joue, il y a une certaine énergie proche du rock. Et puis, on essaie de jouer avec la banane. Et je pense qu'on a envie de transmettre ça aussi. Alors, ce qui va être différent, par contre, pour vous, ça va être le chef d'orchestre, sous la direction duquel vous allez jouer. Il s'agit de Vincent Renaud, qui est lauréat du concours international de jeunes chefs d'orchestre de Chenôve et demi-finaliste de celui de Besançon. Il collabore d'ailleurs également avec l'Orchestre national de Lyon. Quelle est la difficulté, Maude, justement, de changer comme ça de chef d'orchestre? Je pense qu'il n'y a pas... Oui. Si, il y a quand même une difficulté parce qu'on est très souvent habitué quand on est au conservatoire à être sous la direction d'un chef d'orchestre qui sera toujours quelqu'un qu'on connaîtra en tout cas. Mais non, je pense que c'est plutôt un apport qu'une difficulté à mon avis. Ça permet de voir des œuvres d'une autre manière aussi. Et d'adapter sa façon de jouer. Exactement. C'est enrichissant. Donc le concert, on l'a dit, aura lieu samedi 30 avril 18h30 à l'Onde Théâtre de Vélizy-Villacoublay. Christine Palot, vous célébrez également quelque chose? L'arrivée de la ville de Vélizy-Villacoublay dans l'intercommunalité de Versailles-Grand Parc. Très bien, tout est dit. Merci à vous trois d'avoir été en plateau ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, donc la 4e édition de l'Orchestre symphonique aura lieu samedi 30 avril à 18h30 au Théâtre de l'Onde de Vélizy-Villacoublay. Plus d'informations sur le site qui s'affiche à l'écran. Et je vous le disais au début de cette émission, l'artiste franco-marocaine Oum était au Prisme d'Elancourt vendredi 15 avril pour un concert aux sonorités naturelles, sensibles et puissantes, 11 titres, enregistrés avec ses musiciens en plein désert pour composer avec les éléments naturels, image de Camille Lambert. Enregistré au sud-est du Maroc dans le désert, le 4e album de Oum, intitulé Zarabi, sorti en septembre dernier, était présenté au Prisme d'Elancourt vendredi 15 avril. Cet album propose un chemin à la rencontre de soi et vers l'acceptation de ses limites humaines face aux éléments naturels. C'est parti d'une volonté de faire quelque chose de très naturel, de pas beaucoup travailler, où il n'y aurait pas beaucoup d'effets, où on sentirait aussi les éléments, la nature, et où on se mettrait nous aussi un peu en danger parce que c'est autrement que d'aller enregistrer dans un studio, n'est-ce pas, où on maîtrise relativement le son. Pour accompagner la chanteuse, des percussions, une contrebasse, un oud et une trompette, 5 instruments, 5 solistes, avec une musique spontanée et bien souvent improvisée pour retracer les expériences sensorielles et humaines de l'artiste franco-marocaine. Une façon d'envisager la musique comme mode de vie et non comme spectacle pour la rendre plus accessible au public. Dans cet album, j'ai voulu vraiment m'éloigner de cette démarche de faire de la musique comme une performance et plutôt aller vers quelques expressions musicales qui, encore une fois, seraient accessibles à tout le monde et qui ne séparent pas justement l'artiste qui est sur la scène du public qui, lui, le regarde. Zarabi, ou tapis en arabe dialectal marocain, est un hommage aux tisseuses de tapis du désert qui confectionnent leurs créations à partir de vêtements usagés d'une même famille. Oum a conçu Zarabi de la même façon, comme une forme d'impression de voyage, avec la confiance entre les musiciens pour seul lien.
Et après avoir parlé musique, nous allons maintenant nous intéresser à l'art contemporain avec Pierre Collas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la communication pour la maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoux. Alors on va d'abord présenter ce lieu culturel. Cette maison a pris racine dans un moulin, le moulin de Villeneuve du XIIIe siècle, et c'est en 1951 qu'Aragon offre cette belle demeure à sa bien-aimée Elsa Triolet, qui lèguera par la suite à l'État en 1976 avec la volonté qu'elle devienne un lieu de recherche et de création, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on avait un couple d'écrivains qui avaient marqué le XXe siècle, autant pour l'histoire artistique du pays que pour la politique, et qui voulaient laisser justement une trace et cette maison dans laquelle on va être entouré de leurs objets et aussi de leurs textes qu'on partage à travers les visites tous les jours. Et cette maison, elle a aujourd'hui encore une triple vocation. Oui, c'est un lieu donc de mémoire qu'on vit à travers les visites guidées, mais aussi donc un lieu de création avec toute une programmation culturelle, des expositions d'art contemporain. Et on a eu la chance d'avoir énormément d'artistes qui étaient attachés à Aragon, déjà dès sa création, qui ont offert des œuvres à la maison et ça nous a permis de former tout un fonds de peinture et de sculpture. Un fonds permanent ? Un fonds permanent. Oui. On peut retrouver quels artistes du coup pour ce fonds permanent ? On va retrouver Deleval, Quinault, Hérault, Tollet, beaucoup d'artistes qui aussi sont passés plus tard et ont apprécié le lieu et ont voulu laisser quelque chose ici. Donc ça, c'est un fonds qu'on peut également visiter dans la maison. C'est également un lieu de recherche avec une bibliothèque. On a une grande bibliothèque, on a 30 000 livres dans la maison. 65% des livres sont dédicacés par leurs auteurs. C'était vraiment le signe qu'Aragon était vraiment au centre d'une activité littéraire intense à Paris. On lui envoyait ce qui paraissait. Et là-dedans, c'est encore ouvert pour qu'on vienne explorer là-dedans et qu'on s'intéresse à ce qui intéressait Aragon. C'était l'origine des textes, d'où venaient ces idées. Et alors attenant à cette maison, il y a un parc de 6 hectares qui va bientôt recevoir une vingtaine de sculptures d'artistes contemporains. Qui les reçoivent déjà. Le jardin s'est constitué petit à petit. Et en même temps qu'on découvre les lieux, c'est les tracés des chemins et les ponts tels que Elsa Triolet les imaginait. On retrouve aussi donc des œuvres d'art dans des styles vraiment très différents parce qu'on touche un petit peu à tout ce qui se fait dans la sculpture aujourd'hui. On va avoir de l'abstrait, du représentatif, on va avoir des matières très différentes, certaines qui sont faites pour être dehors et qui attendent aussi d'être recouvertes de végétation. On a du street art, du street art, oui, avec Speedy Graffito. Là-dedans, on va mélanger beaucoup de figures pop dedans qui vont parler un petit peu à tout le monde. Alors, la transition est toute trouvée parce que ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est donc l'espace qui est dédié à l'art contemporain et qui présente actuellement une exposition, celle d'Aurélie de Lacadière jusqu'au 16 mai prochain. Aurélie de Lacadière, c'est une artiste française née en 1968, influencée par le pop art, c'est ça ? Alors s'il y a une influence par le pop art, en tout cas il y a un décalage par rapport au pop art. Le pop art, c'est vécu comme une caricature. On prend les images des médias et là, au contraire, on veut assumer que c'est une caricature et qu'on la détourne et qu'on en montre des fois la violence aussi. Et donc chez Aurélie de Lacadière, on va prendre des Bob l'éponge, des Capitaines Caverne, des Wonder Woman, mais on va les faire se télescoper. Il va y avoir une sorte de carambolage, quelque chose, mais en même temps très maîtrisé. Et il va y avoir de la vie qui va ressortir de tout ça. Alors, elle puise son influence dans la culture populaire, la publicité, les réseaux sociaux, la presse, justement, qu'elle détourne de l'origine première. Ça a été d'ailleurs l'une des meneuses du squat du 59, Rivoli. Oui, la presse, oui, les médias surtout, c'est s'interroger et même interpeller face à un discours des médias qui peut paraître lisse, qui apparaît comme normal. Et puis, Aurélie de Lacadière prend un slogan qui est de magazine, une de journaux, et elle va montrer à quel point elle contient une violence en elle. Et très souvent, cette violence, c'est une violence misogyne, sexiste. Et Aurélie de Lacadière va montrer les femmes aussi. La violence misogyne. Oui, il n'y a pas de doute que c'est une dénonciation là-dedans. On entre d'abord dans cette exposition en se disant que c'est provocateur, que ça nous agresse. Et en fait, ce qui nous agresse, ce ne sont pas les phrases d'Aurélie de Lacadière, c'est les phrases de journaux qu'elle n'a pas inventées. Oui, c'est une artiste féministe, un peu à la manière de Niki de Saint-Phal, par exemple. Alors un petit peu à la manière de Niki de Saint-Phal, dans une continuité aussi, dans une représentation des femmes aussi qui vont être elles aussi, donc caricaturées, qui vont être des sortes de poupées
des pantins qu'on va déplacer, dont on va faire des objets érotiques, aguichants, un petit peu mis dans tous les sens, et des fois des personnages, des images de soumission, et on va leur couper la tête. Elles n'ont pas de tête, elles deviennent anonymes, elles deviennent toutes pareilles, donc ça peut interpeller toutes les femmes, ça devrait interpeller aussi tous les hommes. Elle est caractérisée dans son art par de grands aplats colorés, des contours fluo, un travail du néon, des slogans percutants. Vous le disiez, vraiment ce qu'elle promeut, c'est la libération des mœurs et du corps. La libération des mœurs et du corps, ou en tout cas la question qui est posée de l'enfermement qui est là. La question, elle va s'inviter aussi, même dans les débats d'actualité. Elle fait un tableau, un bleu, blanc, rouge, qui est en hommage au débat sur l'identité nationale. Et là-dedans, elle va poser la question de la femme dans cette identité nationale. Et on voit d'ailleurs sur l'image précédente, elle faisait un autoportrait d'elle en femme voilée. Et d'un autre côté, de l'autre côté de cette femme voilée, on a aussi une femme dénudée. Donc vous allez avoir cette femme voilée qui est l'artiste, cette autre femme nue. Voilà, c'est un petit peu deux femmes qui font trembler la République. Oui, parce que la femme nue, faut-il le préciser, il s'agit du corps de Carla Bruni. Oui, là aussi, donc pris à partir d'une photo, c'est aussi le travail d'emprunt à nouveau, de collage dans son... Merci Pierre Colès d'avoir été en plateau avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'exposition d'Aurélie de Lacadière est à retrouver à la maison Elsa Triolet à Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines jusqu'au 16 mai prochain. Plus d'informations sur le site qui s'affiche à l'écran. Et l'on poursuit avec une autre exposition en art plastique. Ce sera la dernière de la saison de celle des expositions de Guyancourt. L'exposition Être au monde est présentée jusqu'au 29 mai prochain par l'association Rémanence qui questionne le rapport de l'homme à la nature entre violence et douceur, apparition et disparition. Questionner le rapport de l'humanité à la nature, réfléchir sur la condition de l'homme dans une époque en pleine mutation, c'est le projet de l'association Rémanence créée en 2012 par les artistes Jérôme Delépine et Éric Bourguignon. Un projet articulé autour d'une première exposition en 2014 sur la genèse du monde et d'une deuxième présentée actuellement à Guyancourt intitulée Être au monde. Rémanence est une association donc d'artistes qui propose en fait des regards entre ces œuvres d'artistes, entre figuration et abstraction, je dirais, avec vraiment une proposition assez inédite, assez originale de mettre en regard leurs propres œuvres avec des œuvres d'artistes qui ne sont plus de ce monde. Un rapport au monde questionné par 6 artistes plasticiens au moyen de peintures à l'huile, dessins au graphite, sculptures en bronze et en cire ou encore photographies argentiques pour exprimer un regard humaniste voire existentialiste. L'aspect figuratif du corps de tradition classique se fond dans une abstraction plus moderne pour que sur la toile les silhouettes apparaissent et disparaissent. Il y a vraiment ce jeu entre le corps, l'humanité, qui peut-être enveloppé, voire étouffé par cette nature. On peut penser de loin qu'il y a vraiment une simple abstraction, des masses de couleurs, mais en s'approchant, on voit apparaître des petites formes humaines, des petits personnages qui grouillent vraiment dans l'espace de la toile. Le projet de l'association Rémanence se clôturera avec une 3e exposition en 2018 sur la peur et l'espérance. Et l'on poursuit avec notre rubrique cinéma. Tout de suite, vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de ce mercredi 20 avril. Alors moi j'ai bien aimé, on retrouve pas mal de l'univers des Malheurs de Sophie, c'est pas complètement fidèle mais on retrouve plutôt les bêtises et effectivement il y a pas mal d'émotions, des moments un petit peu tristes mais il y a aussi beaucoup de moments rigolos. Je trouve qu'il était bien, je l'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils se chahutaient entre copines. Et c'était bien, j'aimais bien. C'était parfait. J'avais vu le premier, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une continuité, mais ils ont bien, c'est une belle histoire parce qu'ils remontent en arrière de la fin du premier film. J'ai adoré ce film parce qu'il y a eu plein de scénarios où c'était vraiment bien, les actions surtout. Et c'est un très beau film. C'était une comédie assez légère mais plutôt sympathique, bien interprétée par André Dussolier. Et c'est sympathique. C'est pas inoubliable, mais c'est un film plutôt attachant, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est rigolo, c'est bien joué, tous les acteurs sont extra, on se régale.
7e art toujours, Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt vous présente Les Ogres, film français de Léa Fener. Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est un très beau film qui s'appelle Les Ogres, 3e long métrage de Léa Fener, c'est un film français, il faut le signaler. Bon, ça dure 2h24, donc ça peut paraître long, mais on ne voit pas le temps passer, c'est une très belle comédie dramatique avec Adèle Haenel qui raconte en fait l'histoire d'une troupe de saltimbanques, de gens qui font du théâtre. Alors il y a des égos qui se disputent, etc. etc. Et le retour d'une ancienne amante et la venue d'un nouvel enfant va bouleverser la donne. Je ne vous en dis pas plus, c'est à voir en salle, chez nous, au Ciné 7 cette semaine. Un très beau film français à découvrir. Si cette femme est encore là demain, je ne joue pas. Tu comprends rien. Mais j'en ai marre. C'est une histoire de famille ou quoi ici? Mais oui, c'est une histoire de famille. Et alors? C'est quoi ce chantier? Dans 2 heures, je veux que tu sois nickel, hein? Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propres. Et c'est la fin de votre émission culturelle. Vous pourrez la voir et la revoir sur notre site internet. Je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie du chanteur Redouane et je vous souhaite d'ici là une excellente soirée.